Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Samy Khalel. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir d'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Notre émission présente des entrepreneurs, artistes, philosophes, au sens tout à fait nietzschéen. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui apporte un regard sur l'homme, la société et sur le divin que nous avons en nous. Il initie des débats sur la connaissance, la manière d'entreprendre, de vivre, de se comporter avec soi et dans le monde, de prêter attention au hasard, de provoquer des synchronicités positives. Un invité, chers auditeurs, qui nous fait, une fois de plus, entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, de l'éros, du retour à la quintessence, au renouveau des rêves et des idéaux. Une fois de plus, une fois encore, répéter et répéter, semons, semer les idées et les comportements simplement humains. Doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Bonjour Samy Khalel. Bonjour. Alors qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors qui je suis? Je suis un homme qui est passionné par l'homme, qui est passionné par le mystère et qui adore les gens qui disent qu'ils ne savent pas. Et je suis quelqu'un qui a décidé de travailler dans l'entreprise, dans la société et d'aider quelque part tout collaborateur dans une organisation à mieux vivre son quotidien. Alors avant de nous référer à ce que vous faites actuellement, à votre activité professionnelle, d'où venez-vous? Quel est votre parcours? Mon parcours, j'ai vécu pendant 20 ans en Tunisie. J'ai un père tunisien et une mère française. Bretonne. Bretonne, exactement. Deux cultures qui m'ont permis quelque part à prendre du recul sur des points de vue, parce qu'il a fallu que je fasse quelque part à un moment donné un lien entre les deux qui n'a pas été facile. Ça m'a amené à faire un travail sur moi. Comment intégrer ces deux cultures, surtout que ce sont deux cultures assez fortes. La culture celte de ma mère et la culture, je dirais, tunisienne, mais la culture arabe qui est très riche en même temps. Et ça m'a amené à essayer de trouver la voie du milieu. Très alchimique, tout ça. Je suis d'une formation qui est assez jungienne, donc forcément l'alchimie est quelque chose qui m'intéresse, comme les mythes, comme la mythologie. C'est la partie de l'inconscient qui est à prendre en compte chez l'homme. Mais Tunisie et Bretagne, il y a peut-être un point de convergence, il y a peut-être même de la musique, il y a même à Sfax, je crois, me souvenir, des Bretons qui sont arrivés là il y a quelques siècles et qui ont transmis leur savoir, leur musique dans la musique locale. Ah, j'ai pas fait ces recherches, là j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Bretons à Sfax, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui avait de cet ordre. Alors, qu'est-ce que vous avez retiré justement de cette double culture? Je crois ce que j'ai retiré, c'est la tolérance et qu'il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est les expressions de la vie, elles sont multiples. Que ce soit une culture indienne, arabe, bulgare, peu importe, chinoise, c'est une manière dont la vie s'exprime. Et le contenant, c'est un petit peu cet espace matriciel qui, pour moi, est ouvert. D'abord, quand on parle de spiritualité, pour moi, je préfère dire c'est la partie la plus ouverte chez l'homme, celle qui est plutôt liée au contenant et pas au contenu. Alors, c'est-à-dire, c'est très hermétique ce que vous nous dites. Alors, je dirais que le contenant, pour moi, c'est cette réceptivité, cette ouverture. C'est un peu une sorte de page blanche, quelque chose qui contient ce qui est là. Alors que le contenu, c'est l'habit. On pourrait dire que le contenant, c'est un petit peu une sorte de nullité, une sorte de réceptivité à la vie.
C'est un peu l'enfant qui est ouvert, qui est vierge, qui est curieux. Voilà. Ce que nous disait Nietzsche, retrouver en soi cette âme d'enfant naïf et joueur. Beaucoup l'ont dit, et dans beaucoup de mythologies, on parle de cet enfant-là. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est cet enfant, mais j'appelle ça le contenant. J'aime dire le contenant, parce qu'en fait, si je vois bien aujourd'hui, et ce que j'ai pu voir dans la bataille que j'ai eue à un moment donné sur mon travail sur moi, c'est que j'étais toujours en train de lier deux contenus. Et comment essayer de trouver des points communs entre les contenus. Comme certains essaient de trouver des points communs dans les religions, en disant, y a-t-il des points communs? Mais pour moi, ça devient du syncrétisme. Je crois que ce qui est important, c'est que chaque culture a sa beauté, son expression, et que derrière, c'est quel est le contenant, à un moment donné derrière, qui le reçoit. Et à ce moment-là, quand on reçoit les choses à partir du contenant, on y voit la beauté et la grâce dans chaque chose. Et je crois que, si on parlait d'alchimie tout à l'heure, je crois que pour moi, j'appelle ça l'œuvre blanc. Alors, vous quittez la Tunisie, vous faites quoi? Vous faites des études? Alors donc je suis resté pendant 20 ans, et donc j'étais dans un lycée français, j'ai passé mon bac, et puis ensuite après je suis allé en France à l'université, et puis donc je suis plutôt allé dans l'informatique. J'ai donc eu un diplôme en informatique. On y trouve la beauté, la grâce du monde dans l'informatique ou pas? En tout cas, on y trouve que tout est information. Tout est donné. Après, on est encore dans le contenu, vous voyez, c'est intéressant. Et donc après, j'en ai fait mon métier, mais j'étais plutôt dans le commercial, parce que je ne me voyais pas du tout derrière un ordinateur. J'ai commencé à gagner ma vie, très bien. Et avec cet argent, j'ai commencé à dépenser tout mon argent dans cette recherche, qui était de faire ce lien entre ces deux cultures à l'intérieur de moi. Alors c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait? Sans doute que j'avais certaines angoisses au fond de moi, que j'avais des questions existentielles. Comment relier à un moment donné dans une culture sur laquelle vous avez une culture qui vous dit qu'il y en a un qui est le fils de Dieu et l'autre qui vous dit non, il n'y a pas de fils, c'est des conneries, quoi. Peu importe, vous voyez, bon, ça m'a interrogé en même temps. Comment à un moment donné j'avais quand même de mes deux parents, ou en tout cas du côté de la famille de mon père, de ma mère, il y avait une certaine foi qui existait, donc j'étais assez curieux. Moi, j'étais en regard de ça. Un observateur. Un observateur. Et en même temps, voilà, j'ai besoin de réponses. Et puis j'avais une certaine angoisse existentielle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais après c'est là, dans cette quête-là, que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et sans doute que là, j'ai fait beaucoup de séminaires, beaucoup de thérapies, beaucoup de rencontres qui m'ont mené quelque part à découvrir cette dimension à l'intérieur de moi que j'appellerais le soi. Qui est cette voie du milieu, que j'appelle, cette intégration au fond de soi qui fait qu'on est homme et que l'homme, il est là pour à un moment donné être plutôt dans ce contenant, et quand il est vraiment dans cet espace de contenant, à ce moment-là, il est plus capable de donner, voilà, et de créer, à ce moment-là, la créativité. La quête du Graal. C'est un mythe, c'est intéressant cette quête du Graal aussi, hein. C'est comment vient cette quête du Graal? Voilà, je dirais que c'est une autre manière de parler du contenant aussi. Ce vase pour certains, cette coupe. Hein. Je crois qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai pu voir comment ce contenant existait dans beaucoup de cultures. Hein. Dans la tradition chrétienne, ils l'appelleront Marie. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'aime bien l'appeler la réceptivité, pour lui enlever quelque part une sorte de contenu religieux ou idéologique. Alors, ça vous amène à quoi? Quelle est votre activité actuelle? Et quel processus vous a poussé à faire ça? Donc, je commence à faire ces formations, puis forcément, à un moment donné, quand on travaille sur soi, il y a un moment donné, on a envie de donner, on a envie de faire partager ce qu'on a découvert. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, de faire des rencontres, et j'ai pu faire un métier de formateur. Des rencontres par hasard? Si on peut dire ça. En tout cas, c'est des beaux hasards, hein, des belles synchronicités. Et donc j'ai commencé à faire ce métier de formateur où j'ai pu entrer dans les stages de communication, des stages de relations, des stages de management dans l'entreprise. Et au fur et à mesure, il y a 13 ans, l'aventure a démarré et je suis sorti de l'entreprise dans laquelle j'étais. J'ai créé quelque part une entreprise avec 2 autres associés
où on s'est spécialisé un petit peu dans le leadership personnel, managérial, voilà. Et c'est pas un petit peu, vous êtes expert, des grands experts en la matière, sur le leadership. Oui, le leadership, c'est vraiment une passion. N'ayez pas cette humilité forcenée. Mais oui, c'est vrai, ça a été une grande passion pour moi, et c'est encore une passion. Parce qu'aujourd'hui, je considère que le leadership, tout le monde en a, et que le leadership, c'est pour moi c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on est là pour émettre, c'est pas quelque chose sur lequel on dit on y va. C'est avant tous les stages qui existaient dans le leadership, c'était la bonne émission, le bon contenu, la bonne parole, ce qui est vrai, hein. Mais c'était dans le faire, dans les techniques. C'est ça. Et maintenant, donc vous, dans votre vision, dans ce que vous proposez, dans votre manière de former, c'est d'être plus à la recherche de ce contenant, cette réceptivité. Je considère qu'aujourd'hui, qu'un leader, c'est celui qui est le plus réceptif à l'actualité du moment. Et dans un monde qui bouge de plus en plus, qui s'accélère de plus en plus, les vagues aujourd'hui s'accélèrent, hein. Quand je vois des gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils me disent, on me donne une info, le lendemain elle est plus bonne. Donc on voit bien les gens qui sont bousculés à droite à gauche et qui attendent quelque part des réponses fixes, d'être rassurés. Mais ce monde a changé, c'est fini. Et donc forcément, si on reste avec un contenu, on risque à un moment donné d'être un peu perdu. Donc il faut trouver une autre relation aux événements, c'est être ce que j'appelle réceptif à l'actualité. Ne pas être décalé, mais être présent à ce qui se passe. Et c'est un petit peu aujourd'hui... Et au bon moment. Et au bon moment. Enfin, on n'a pas le choix, parce qu'on est vraiment au bon moment où on l'est dans le présent. À être aligné avec soi, avec le moment, avec ce qui se passe, avec la manière de se comporter, d'agir. C'est ça, exactement. Alors, comment vous intervenez dans les entreprises ? Vous y faites quoi ? Avec quelle méthode ? Des méthodes que vous avez créées, que vous avez prises, assemblées ? C'est un syncrétisme aussi. Ça vient d'où ? C'est quoi ? Vous pouvez nous en parler ? Alors, je crois qu'au début, bien forcément, je cherchais des méthodes qui existent sur le marché, qui existent comme la PNL, comme des outils de psychologie cognitive, tout ça. Aujourd'hui, je crois que je suis plutôt dans revenir à l'invitation à un moment donné à cette réceptivité. C'est comment amener les gens à être plus à l'écoute de ce moment présent, okay, et faire confiance à un moment donné à ce génie créatif. Alors ma méthode, je l'ai appelée surf. Alors, surf, pourquoi ? Alors surf parce que c'est surfer sur la vague. Surfer sur cette accélération de vague, et donc je dis ça s'accélère tellement, donc il faut être un surfeur, il faut jouer avec la vague, cette onde qui passe, hein, vous savez qu'au niveau du cerveau on a cette onde qui passe, et puis à un moment donné vous l'interprétez et puis vous avez une action. Et donc j'ai remarqué 4 étapes. La première j'appelle S comme surf, ce qui est pour moi qui est S comme système, c'est-à-dire que tout le monde est un peu dans son propre système, il est dans une sorte de contenu, avec ses habitudes, puis si ça marche, il continue. Et puis à un moment donné, forcément, la vague arrive et il risque d'être décalé. Et donc, il a le choix soit de dire, il est peut-être temps à un moment donné que j'aille changer, que j'aille trouver autre chose, ou au contraire, il se maintient. Et pour moi, ce que j'ai pu observer, c'est sans doute la plus grosse difficulté que je vois, c'est un peu un geste, c'est est-ce que je pointe mon doigt vers l'extérieur ou est-ce que je pointe mon doigt vers l'intérieur ? Et ce petit mouvement-là qui est simple, c'est sans doute ça, 50% de mon travail, c'est ne pas pointer en face, mais revenir à soi. Mais on ne sait pas revenir à soi, parce que très souvent, les gens qui reviennent à eux, c'est plutôt culpabilisant, alors que le regard à soi est plutôt une visite intérieure, c'est une visite sur laquelle on est plutôt observateur de ce qui se passe. Et encore hier, je voyais un manager qui essayait d'annoncer un changement et qui était en train de pointer son doigt en disant « il va falloir que vous changiez, nous allons changer de mentalité, le monde bouge, et il est en train de faire ça, ça, ça ». Mais plus il fait ça, plus il renforce la résistance. Et je crois que c'est ça la première étape, c'est comment amener à voir qu'en fait, qu'on ne peut pas changer en pointant son doigt là-dessus. Parce qu'en fait, très souvent, les gens qui font ça, j'en remarque 4 étapes dans ce mauvais comportement. Après, on verra l'inverse. La première étape, c'est sans doute la pire, c'est dénier. Qu'est-ce que c'est ton déni ? On voit même pas, on passe à côté, on pointe son doigt en disant que j'ai autre chose à voir. Voilà. Le deuxième, c'est la critique. On accuse les autres, on est agressif, c'est la patate chaude, ça circule, qui prendra un peu le problème. Le troisième, pas mal aussi aujourd'hui, c'est se plaindre.
c'est râler. C'est on est marre, c'est toujours à cause des autres, on se plaint. Mais on est toujours en train de pointer son doigt. Et puis on a un autre qui est plus subtil, c'est se justifier. On croit qu'on fait ça, mais quand on se justifie, c'est comme si à un moment donné, on pensait qu'en face, il y avait quelqu'un qui nous agressait. Et la justification, c'est un moyen, à un moment donné, d'être encore concentré, quelque part, sur le problème en pensant que c'est à cause des autres. Et qu'il faut demander aux autres l'excuse. Excusez-moi, excusez-moi. Mais en fait, on ne prend pas la responsabilité. Et après, si on arrive à prendre conscience simplement que ce mouvement-là, quelque part, ne sert à rien, j'appelle souvent, moi, ce mouvement-là, le mouvement où on élève les chèvres. On élève les chèvres, Oui. c'est-à-dire? Alors, pourquoi? Parce que très souvent, les gens qui font ça, dans leur quotidien, à un moment donné, disent « oui, mais, je comprends bien qu'il faut que je fasse quelque chose, mais... » Et je ne veux pas le faire, ou j'ai pas le temps, voilà, c'est pas possible. Et mais partout. Et là, vous voyez des chèvres partout. Je dis, tiens, c'est marrant, on est au pays des chèvres. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup dans les organisations, même dans la vie personnelle. Okay. Donc, il y a peut-être à un moment donné se considérer... Oui, mais non. Voilà. De dire oui et. Il y a ça. C'est le terrain. Ok. Et en quoi ce que je regarde en face de moi est un effet et pas une cause. C'est-à-dire que ce que j'observe en face dans ma vie, c'est simplement une création de mon propre regard, une création par rapport à la manière dont je vois les choses. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir un changement. Ça veut dire qu'on redevient acteur. On a la possibilité de redevenir acteur. Et à ce moment-là, de peut-être sortir du système et aller chercher une nouvelle solution. Ça part de la maxime que l'on crée ce en quoi on croit. Ce qui amène donc à votre génie créatif. Tout à fait. Alors, c'est quoi ce génie créatif? C'est quoi cette créativité qu'on a en soi? Alors, avant de vous répondre, peut-être enfin, que je fasse le schéma. Finir, voilà, mais vous avez raison. Dans le S de surf après. C'est ça, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le génie créatif, pour moi, la créativité, c'est ce qui se passe à l'instant, à chaque seconde. C'est cette fraîcheur, cette nouveauté. Comme disait Héraclite, nul ne se baigne deux fois dans la même rivière. Donc, quelque part, si on est dans cette créativité, c'est qu'on sait que ça change à chaque seconde. Vous savez, il n'y a plus qu'une seule chose de stable dans le monde aujourd'hui. C'est le changement. Et ça a toujours été. Sauf que maintenant, on le voit. Alors avant de voir comment on fait, alors surf le U. Donc maintenant, quand on revient vers soi, parce que c'est ça pour passer au U, ça suppose que là, on va faire ce regard, et vous parliez d'alchimie tout à l'heure, c'est intéressant qu'il y avait une clé alchimique qui s'appelle vitriol, qui visite l'intérieur de ta terre. En rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Mais c'est pas dit analyse, c'est dit visite. Et ce mot visiter est intéressant parce que pour moi, le premier regard qui peut être fait, c'est observer. Comment j'observe? Le deuxième point, c'est comment je questionne. Simplement ça crée un contenant. Vous créez un espace où la curiosité est présente. Et là, peut-être à un moment donné, une créativité peut venir, ce que j'appelle le troisième élément qui est le don, la bienveillance, et qui va amener à cette créativité. Donc si on fait maintenant le chemin, quand la personne sait qu'elle doit faire ce chemin vers soi, elle va passer au U. Et le U pour moi, c'est l'usage de l'ombre. Quels sont les usages de l'ombre? Qu'est-ce qui est caché? Alors l'usage de l'ombre, c'est déjà très beau. C'est un peu jungien aussi. Vous parliez d'alchimie tout à l'heure, comme dirait Jung, c'est l'œuvre noire. C'est-à-dire, c'est aller affronter le dragon. Peur, ses propres démons, voilà. son propre dragon. C'est faire face, c'est accepter de faire face, c'est accepter d'aller à la rencontre quelque part de ce que je ne veux pas voir. Et dans les organisations, de temps en temps, c'est les non-dits. C'est là où on a mis trop de charge sur quelque chose, qu'on a mis trop d'importance, là où il y a beaucoup de jugement. Et accepter de faire face à ça, c'est rencontrer ça, c'est presque embrasser la bête. D'accord? Simplement, si on accepte de le regarder sans juger, et c'est ça qui est intéressant, c'est sans juger, c'est simplement accepter d'être sans rencontre sensorielle, c'est pas une analyse, on va faire face à ça, on va le rencontrer. Et d'amener les gens à un moment donné dans cette rencontre-là, dans cet échange, ça va nous amener peut-être à trouver notre créativité qui va être après le R de la réceptivité, de la ressource. Cette ressource créatrice qui va faire on est aligné et on est capable à ce moment-là d'être beaucoup plus stable, à recevoir cette intuition, cette ressource dont on a besoin là par rapport à la situation présente. Mais attendez, c'est pas ça du tout. Le leadership et le management, c'est pas de l'intuition. Ce sont des méthodes rationnelles. Ah bon, vous pensez? Moi non, mais... Je pense que le manager aujourd'hui, il a résoudre des problèmes aujourd'hui. C'est comme le leader.
Et quand il doit résoudre des problèmes, il faut qu'il trouve la bonne solution. Alors la bonne solution, il a quelquefois à inventer. Il a innové. Vous verrez, dans beaucoup d'organisations, beaucoup de patrons disent il faut innover, on a besoin d'innover, innover, innover. Et cette phase d'innovation, forcément, ça suppose de trouver l'idée, ça suppose de trouver l'inspiration. Et ça me revient, c'est pour ça que je parle de la réceptivité qui est très importante. On a tendance très souvent à vouloir toujours expirer du contenu. Mais avant d'expirer, faut-il d'abord inspirer. Inspirer pour être inspiré, voilà. Pour être à l'écoute de son intuition. Et après, quand on a pour changer d'air. Quand on a cette idée, on va passer sans doute à la dernière étape qui est la finalité ou comment faire fructifier cette idée. Parce qu'on va trouver une idée, mais il faut à un moment donné créer vraiment. Et là, la question c'est qu'est-ce que je vais faire de cette idée ? Comment je peux faire partager les autres ? Et là, c'est une affaire de cœur. C'est vraiment comment je vais donner, comment je vais répondre à un besoin qui est là, qui est présent. Et voilà, ça devient pour moi ce que j'appelle le cercle vertueux. Et on peut se poser des questions de temps en temps quand on a des problèmes, souvent ce que je fais, à quel niveau tu te situes ? Est-ce que tu es encore en train de pointer ton doigt ? Ou est-ce que tu es face à tes problèmes ? Et comment tu fais face aujourd'hui à tes problèmes ? Est-ce que tu les combats ? Est-ce que tu les juges ? Tu veux y aller, mais tu mets trop d'importance là-dessus ? Ou au contraire, tu es aujourd'hui dans une inspiration, tu as une idée, tu as l'idée, tu la trouves, mais tu ne sais pas comment la mettre en place. Peut-être que si tu as une bonne idée, pose-toi la question du marché, pose-toi ce que tu peux offrir aux autres, et là on arrivera sans doute à la finalité. Donc ce sont 4 questions simples qui permettent déjà de me situer, à un moment donné, dans ma démarche, dans mon quotidien. Alors, vous vous adressez à quel type de public, justement ? Ce sont des leaders, des managers de très grandes entreprises, de PME. Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Quel regard vous avez sur le leadership, sur le management depuis 15 ans, 20 ans ? Vers quoi ça tend ? Quelles sont les nouvelles problématiques, les nouveaux comportements, la recherche de sens, de réalisation, de quel type de réalisation, que sais-je ? On le trouve dans le surf encore. Si on prend dans le S, pendant très longtemps, le système était stable. Et le management est très dans le contrôle. Forcément, si j'ai la bonne réponse, il suffit que je contrôle pour que les gens appliquent. Et donc, il y avait beaucoup, il y a quelques années, on était très à maintenir, on avait des visions à 3, 4, 5 ans, et on mettait en place des processus. Donc la machine tourne. Des procédures, même avant les processus. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis, depuis un moment donné, on sent bien que la crise arrive, mais là, ça fait un moment que les choses changent. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les organisations, selon la maturité des organisations, selon comment elle est touchée ou pas par l'environnement, eh bien, vous avez des gens qui vont réagir plus vite en se rendant compte que le management doit changer. Et qu'on doit avoir des managers qui sont beaucoup plus proches, des managers qui doivent être beaucoup plus innovants, des managers beaucoup plus présents. Souvent, il y avait une fois un patron qui m'a dit que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, à son collaborateur, c'est sa qualité d'attention. J'appelle ça sa qualité de présence. C'est d'être présent dans l'actualité. Et c'est vers ça qu'on va de plus en plus aujourd'hui. Il y a cette recherche aujourd'hui de dire du leader qui est dans l'actualité, qui est capable d'emmener ces hommes dans des projets, à les mettre quelque part dans cette dynamique créatrice, d'accord, pour résoudre les problèmes du quotidien et pas être dans un comportement de victimisation. Parce qu'en fait, c'est bien ça qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit bien aujourd'hui dans la pression qu'il y a dans les organisations, vous avez soit l'entrepreneur ou le manager qui est vraiment dans la pression et qui se met en défensive et qui augmente le contrôle. Et qui se plaint, qui hurle, Exactement. Qui transmet de l'anxiété, du stress, etc. Ce qui se passe, c'est que plus il augmente le contrôle, plus son système nerveux maintient la représentation mentale et il la nourrit. C'est-à-dire qu'il nourrit le mauvais schéma. Et ça, on le voit bien dans les neurosciences. C'est-à-dire que plus vous continuez à faire la même chose, plus vous créez les mêmes liens et les mêmes chemins au niveau des neurones. Donc la personne continue. Et puis, il y a celui qui, à un moment donné... Et donc, il y a moins de plasticité cérébrale, diraient les neurologues. C'est exactement, la plasticité cérébrale, exactement. Et donc, ce qui demande à un moment donné de se mettre en flexibilité. Alors après, le manager à tendance plutôt contrôlante, qu'est-ce qu'on observe, ou plutôt qu'est-ce que vous développez ? Alors après ce manager qui est sous contrôle, j'invite le manager, même certains existent, c'est-à-dire d'aller vers lui. Et on voit bien de plus en plus dans cette démarche de coaching qui existe, dans cette démarche de travail sur soi,
on commence à avoir ce qu'on appelle le manager responsable. Alors c'est quoi ça? Voilà. Le manager responsable, c'est celui qui maintenant sait faire ça vers lui et c'est qu'il est partie prenante aussi de ce qui se passe. Et qu'il va influer aussi sur l'organisation, sur les autres. C'est ça. Il sait bien qu'il a besoin de travailler sur lui s'il veut que les choses bougent. Il sait bien que ça ne dépend pas uniquement des autres. Donc il a un peu ce regard sur lui. Et il apprend quelque part à un moment donné à faire ce travail sur lui, à s'interroger sur lui, à se questionner sur lui. Mais peut-être en même temps, quelquefois, c'est pas facile. Hein. Il revient un peu, il y a cet aller-retour, c'est pas facile d'affronter cette ombre. Et donc ça, cette étape-là, on l'a eu pendant des années. Hein. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait sur ce manager responsable, et encore aujourd'hui. Et puis après, il y a un autre manager qui arrive, qui intervient de temps en temps, qui est le manager, pour moi, inspiré. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais le manager peut être parfois inspiré, ça lui arrive. Okay, et cette inspiration, c'est quand il est aligné, quand il sent à un moment donné que ce qu'il est en train de faire est en accord avec lui, qu'il a trouvé quelque part ce qu'il a envie de donner aux autres. C'est ça le manager inspiré. Donc un manager qui donne. Il va apprendre à donner parce que quelquefois il a cette idée et il sait. Et d'abord, je pense que c'est difficile d'être inspiré, d'avoir une bonne intuition si à un moment donné on n'est pas aligné, si on n'est pas très réceptif à qui on est. C'est beaucoup plus facile. Être juste avec soi pour être juste avec les autres. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Voilà. Je vois que vous êtes initié. Et cette inspiration va faire qu'après, quand il trouve sans doute sa voie, et ça peut arriver, si je prends un entrepreneur qui démarre, il n'est pas bien, il cherche un peu sa voie, et puis il se dit, il sait trouver ce qu'il pourrait faire, ce qu'il ne pourrait pas faire, il voit un peu les obstacles qu'il a, et puis à un moment donné, il sent que c'est ça qu'il a envie de faire, c'est ça que j'ai envie de faire, et il dit oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir qu'il passe à l'action, et il va falloir qu'il propose et le donne aux autres, qu'il soit dans ce service. Et là, on va rentrer dans ce que j'appelle le manager co-créateur, le leader co-créateur, c'est-à-dire qu'il participe sans doute au bien-être de l'organisation et lui-même, ou au bien-être de l'humanité, si on peut voir certains leaders. Donc cette co-création fait qu'il crée avec les autres, il apporte sa pierre à l'édifice. Est-ce que c'est le cas aussi de n'importe quel entrepreneur, même s'il entreprend tout seul? Comment est-ce qu'il peut être... Est-ce qu'un entrepreneur qui entreprend tout seul est co-créateur de quelque chose? Et de quoi? Il est co-créateur par rapport à tous les hommes de l'humanité. Il participe à quelque chose, à son niveau, par le fait que sa propre bienveillance et son propre petit service qu'il donne, c'est une petite pierre dans la belle cathédrale. Exactement, mais ça participe à quelque chose de plus grand, quelquefois il ne sait pas, qui le dépasse. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut ressentir. C'est une dimension du cœur. On sait qu'à un moment donné, peut-être qu'on construit un cœur. Je ne sais pas. Vous savez, j'aime bien jouer avec cette dimension du cœur pour dire qu'à un moment donné, quand on rentre un petit peu dans la question, pour moi, qui est ce véritable contenant, et qu'à un moment donné, on laisse un peu de mystère à la vie, eh bien, il y a deux questions face à face, ça fait un cœur. Voilà. Laisser des questions à la vie, laisser des mystères, c'est-à-dire? Alors ça, c'est pour moi quelque chose qui est important dans une démarche aujourd'hui, et ça aussi, ça fait partie de mon travail. Il y a une manière de voir le changement de manière très causale, très temporelle. Ça veut dire, vous savez ce qui va se passer de A à B, il est important de connaître toutes les étapes. Voilà, on passe par là et on va passer par là. Ça, c'est quelque part une sorte de la maîtrise, on essaie d'anticiper. Un chemin, quelque chose de très rationnel. Voilà, et c'est important de l'avoir. Voilà. Et puis vous avez une autre logique, que j'appellerais la logique quantique. C'est-à-dire, c'est atemporel, c'est spontané, c'est simultané, c'est incompréhensible, c'est mystérieux, mais en même temps, c'est là que la source de la créativité. C'est-à-dire, c'est un peu là, quand je vais y accéder, c'est important d'y accéder, pas en essayant de dire je vais savoir, je vais maîtriser. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui va nous porter que nous, on va porter. Alors, on va creuser ça, mais déjà pour expliquer un peu à nos auditeurs, c'est quoi cette théorie quantique ou c'est quoi ce propos quantique? Alors, je vais essayer d'être simple, sans sombrer dans la physique quantique. Ce qui est intéressant dans la physique quantique aujourd'hui, c'est qu'on regarde pendant des années, il y a eu ce qu'on appelle une logique newtonienne. Donc vous avez
l'attraction terrestre, P égale mg, les choses sont claires, voilà, on arrive un peu à... On est dans la mesure, voilà, on est dans cette notion de mesure. Dans la logique quantique... En mesure, on a des formules. On a des formules, mais en logique quantique aussi, on a des formules. Mais ce qui est intéressant dans le quantique, c'est que vous allez voir un physicien quantique et vous dit quelque chose. Je comprends rien. On ne comprend rien, on ne sait pas, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans un raisonnement plus de la probabilité de ce qui est en train de se passer que plutôt de savoir ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, hein, ce que dirait un physicien français, Étienne Klein, il faut pratiquement torturer quelque part l'électron, c'est-à-dire il faut se forcer à l'observer, il faut dire il faut qu'on observe, mais il est où? Et le fait d'observer, c'est comme une mesure, va nous permettre de capturer et de dire « Ah, il est là, à cet endroit-là ». Mais en fait, ça dépend de l'observateur, c'est-à-dire c'est vous qui avez essayé de contrôler ce que vous voulez voir dans la mesure qui fait que vous avez pu voir quelque chose. Mais en fait, on ne sait pas très bien, il peut être là, 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 là. Et donc, beaucoup de choses en théorie. C'est-à-dire en théorie quantique, donc l'observateur crée l'expérience. Enfin, le résultat de l'expérience dépend de l'observateur et de ce qu'on souhaite. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va créer finalement ce qu'on désire ou ce qu'on souhaite observer. Je sais pas, disons que presque. Voilà, du moins, il y a une signature quantique. Voilà, votre propre mesure, quelque part, votre propre regard, votre propre observation. Par l'observateur. C'est ça. Vous ne pouvez pas observer quelque chose, vous ne pouvez pas voir quelque chose sans l'observer. On pourrait dire que en logique binaire, en informatique, puisque c'est ma formation, on pourrait avoir 0 et 1. Vous avez 0, puis après vous avez 1. En logique quantique, vous avez 0 et 1 en même temps. Mais si vous voulez, quelque part, savoir si vous êtes 0 et 1, il va falloir observer. Et si vous observez, vous dites « Ah, ça c'est 0 là. Ah, là c'est 1. » Mais si vous n'observez pas, c'est 0 et 1 en même temps. Hein? Et ça donne une logique complètement différente. Mais comment c'est possible que quand ça donne en même temps les choses? C'est comme si, là, je vous regardais et vous me dirait, je ne vous ai pas vu, vous pouvez être là, 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 vous êtes à plusieurs endroits en même temps. Mais il faut, pour savoir où vous êtes, il va falloir que je vous observe. Ah, t'es là, ah, je t'ai vu. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est mon observation qui a fait que je sais que vous êtes là. Et c'est une probabilité en plus à un moment donné. C'est ça. Voilà. Alors bon, donc si on revient on creusera un petit peu plus là-dessus avec un de vos associés d'ailleurs, Olivier Maslow, qui a fait ce très beau livre qui s'appelle Neuroquantis, l'entreprise neuroquantique. Vous nous parlerez de ça un petit peu après. Si je reviens pour finir, parce que c'était un peu les deux logiques. Donc on a une logique pour moi qui est causale et une logique qui est acausale. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc c'est simultané. C'est un peu, je dirais, l'inconscient fonctionne comme ça. Hein. Dans votre vie, quand vous avez un rêve, il y a un rêve qui arrive, il n'a pas de sens, sauf qu'il arrive comme ça. Les choses arrivent, sont simultanées. Donc c'est aussi, on ne peut pas le maîtriser. On ne sait pas ce qui s'y passe. Hein. Comme dirait Jung, si on voulait attraper l'inconscient, c'est comme si on voulait mettre une baleine dans une barque. Donc, il y a ces deux manières de voir, c'est cette logique sur laquelle on arrive à contrôler et cette logique qu'on ne contrôle pas. Mais est-ce que je suis à l'aise avec ces deux aspects à l'intérieur de moi? Parce que c'est moi, c'est ces deux aspects qui sont à l'intérieur de moi. C'est ces deux aspects que va rencontrer de plus en plus un leader, un manager aujourd'hui. Mais s'il n'est pas à l'aise avec l'inconnu, il va être mal à l'aise, il va être pas bien. Et souvent, les gens, quand ils sont face à l'inconnu, face à cet indéterminé, hein, ce qui est une logique, je dirais, quantique, on est dans l'indéterminé, et ben, soit à un moment donné, il accepte d'être réceptif, de recevoir, de provoquer, d'être dans ce présent, ou soit il se met dans la défensive, et il résiste. Et là, ça se passe pas bien. Et là, ça se passe pas bien. Et un jour, ils sont obligés de lâcher prise. C'est quoi ces résistances tout à fait concrètes? Qu'est-ce qui se passe pas bien? Comment on résiste pour aboutir à un éclatement ou quoi que ce soit? Vous observez quoi, vous? C'est un peu le doigt pointé sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va commencer à vouloir contrôler encore plus, on va accuser les autres, on va se justifier, on va râler tous les jours, on va ne pas vouloir voir que le monde change. Hein, je me rappellerai toujours un grand patron dans une entreprise sur laquelle il y avait une demande d'un collaborateur qui lui disait « Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des clients qui nous demandent de connecter notre ordinateur, les ordinateurs aux imprimantes qu'on vend. » Et le patron lui répond « Nous, on ne travaille pas avec les gadgets. » Avec les gadgets. Alors, le micro, pour lui, c'était un gadget. Ça veut dire, alors maintenant, on sait que ce n'est pas un gadget, il y a des micros partout. Comment vous voulez qu'un ordinateur soit sur une table pour tout le monde? Il était tellement fixé sur son propre système, d'accord, qu'il était là et qu'il n'arrivait pas à voir que le monde changeait.
Alors ça, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle entreprise il s'agissait ? Une grande entreprise, bon, qu'on ne va pas citer, qui vendait aussi des... C'est une grande multinationale, je dirais, qui vendait des photocopieurs. Voilà. Et donc, qui n'a malheureusement pas pris le bon tournant au bon moment. Disons qu'il y a eu un petit décalage. Ils l'ont pris heureusement, mais il y a ce qu'on appelle c'est ce décalage. On est un peu en retard. Hein. Si on prend encore Nokia, qui est un bon exemple, regardez avec l'iPhone qui est sorti, sur lequel ils ont dit mais c'est quoi le téléphone tactile ? C'est encore une manière, à un moment donné, de rester dans sa propre résistance, dans son propre contrôle, parce que quelque part, on a anticipé plein de choses, on a toute une stratégie qu'on a mis en place, et forcément, c'est coûteux de dire, voilà, comment on revoit un peu notre stratégie. Comment on s'adapte, comment on est proactif, plus qu'adaptatif. Souvent, c'est ce genre d'erreur que je vois chez certains patrons qui ne voient pas le décalage et qui emmènent les autres dans leur propre certitude. Et donc de vouloir être dans le contrôle. Et peut-être que s'ils acceptaient à un moment donné d'être dans le flou, et d'être à l'aise dans ce flou, dans cet inconnu. Alors comment on fait pour être à l'aise dans ce flou, dans cet inconnu ? Donc votre associé parle de posture, on va dire d'observateur par exemple. Alors c'est quoi ? Dans le livre Neurocantis, il y a quelque chose de très intéressant, c'est un lien qui est fait avec les neurosciences. Et dans les neurosciences, on a, on pourrait dire, 3 parties. La partie du reptilien, qui est le cerveau primaire, le cerveau qui va me permettre de pouvoir gérer l'agresseur, gérer le prédateur, et où je vais réagir soit par la fuite, soit par l'attaque ou l'inhibition. Voilà. Et puis vous avez après une autre partie qu'on peut résumer par un centre automatique, néolimbique, palo-limbique, qui lui, il gère très bien le connu. Il gère très très bien. Les routines, ce qu'il faut faire tous les jours. Ouais, c'est mon apprentissage, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais, c'est ce que je sais faire. Et je sais très bien, je l'ai appris tous les jours et je fais ça de manière assez spontanée. Et puis il y a une autre partie qu'on appelle le préfrontal qui lui, au contraire, est très à l'aise avec l'inconnu, qui réactualise la réalité toutes les secondes. Eh bien, l'observateur, c'est ce préfrontal. Et on pourrait dire qu'un patron aujourd'hui, ou même un individu, n'importe lequel, pour mieux gérer l'inconnu, il faut qu'il dégèle son préfrontal, qu'il dégèle cette partie à l'intérieur de lui, qui est cette partie ici-là, qui se mette dans une attitude de curiosité, parce que en fait ça revient même, c'est se mettre dans une attitude de je ne sais pas, je suis curieux, un peu comme l'enfant. Je ne sais pas, mais je vais voir. Exactement, une sorte de curiosité sensorielle, une curiosité sur laquelle je suis là face aux choses et j'accepte à un moment donné d'être un peu dans ce flou. Forcément, là, vous voyez bien que quand on est dans la curiosité et je ne sais pas, tout s'ouvre. Tout l'inconnu est là. J'accepte d'être à un moment donné dans cet inconnu, de m'ouvrir à une nouvelle réponse. Mais pour y arriver, quelquefois, c'est pas facile parce que ce centre automatique, il est bien habitué et il veut pas forcément donner la main. Et peut-être, c'est un peu ça mon travail de temps en temps. De dérouiller, de débloquer, de donner quelques clés. Donner quelques clés, c'est-à-dire comment faire pour qu'à un moment donné, on laisse la main à cette partie de mon cerveau qui est à l'aise avec l'inconnu. Alors par exemple, de manière très concrète, comment on active son préfrontal, on active l'intuition, on se met dans cette position de réceptivité vis-à-vis de ce qui peut arriver, etc. Eh bien, si vous posez des bonnes questions, d'accord. Si vous avez des questions ouvertes, par exemple, une question que j'aime bien poser, moi, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et être à l'écoute de ses émotions, de ses sensations, de ses pensées, de les laisser aller comme ça, d'être un peu observateur de ce qui se passe, sans réagir, sans essayer de modifier l'expérience. Et je crois que c'est important. Prenons un patron qui va écouter ses collaborateurs, on est en phase de changement. Soit il est dans une écoute contrôlante, soit il se met dans une écoute sur laquelle il ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et il accepte d'être dans une écoute très ouverte, de grande curiosité, où il peut se passer quelque chose, mais il ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et à ce moment-là, il ouvre un contenant, il est « Ah, très bien, il se passe ça ». Voilà, il est curieux, il accepte de laisser vivre les émotions, les sensations. Il a cette ouverture à ce qui se passe, sans essayer de modifier l'expérience, sans essayer de manipuler ce qui est en train de se passer. Je crois que si on parle, par exemple, aujourd'hui, il y a une technique qui existe de plus en plus aujourd'hui, qui active le préfrontal, c'est la méditation.
D'ailleurs, les neurosciences, dans ce livre, c'est rappelé, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans d'autres publications, les neurosciences qui étudient de plus en plus des gens, par exemple, en train de méditer. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites avec Mathieu Ricard, par exemple, Tout à fait. Pour voir quel était le fonctionnement de son cerveau, pourquoi finalement il était heureux, pourquoi il dégageait autant de dons, d'humanité, de bien-être, et que c'était en partie lié à ce travail de méditation et d'utilisation de cette zone préfrontale du cerveau. Tout à fait. Je crois que souvent les gens, quand ils entendent parler de méditation, c'est on est là, on est assis, on fait un bruit-mont, on fait des petits bruits, c'est un peu, vous voyez, là, voilà exactement la bonne caricature, etc. La méditation, ou moi ce que j'appelle plutôt la réceptivité aussi, c'est une manière de le voir, c'est être capable d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi sans essayer de modifier l'expérience. C'est une qualité d'écoute. Vous savez, Françoise Dolto, elle disait, on lui demandait mais comment faites-vous pour aider les gens? Elle disait je prête mon oreille aux autres pour qu'ils s'entendent. Je trouve ça très joli. Sans s'en rendre compte, elle faisait aussi le travail de réceptivité. Et moi, c'est un peu ça mon métier. Quand je fais un coaching avec quelqu'un, c'est pas forcément lui amener une réponse, mais c'est l'amener à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Prêtons-nous notre propre oreille, qui est peut-être notre cœur. Disons avec le cœur, c'est plus facile d'écouter sans modifier l'expérience. Parce que quand on a du cœur, forcément, on prend les choses telles qu'elles sont. Et c'est ces qualités de regard va nous amener d'être vraiment dans les faits. Parce que ça, c'est d'observer ces faits, d'observer tels qu'ils sont, et il y a un mouvement qui se passe. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi je demande aux gens d'observer les choses sans essayer de les modifier, même quand on écoute ses collaborateurs. Parce que ce qui empêche la créativité, c'est la fixation. C'est qu'on reste fixé sur quelque chose. Si on remet en mouvement la fluidité, la créativité vient naturellement, parce que quand on est aligné, la créativité, c'est ce qu'on est. C'est pas quelque chose qui est à chercher, c'est quelque chose qui est à laisser être. Et simplement, c'est pas un travail que vous allez vous dire, voilà, je vais te rendre créatif. Non, j'invite simplement la personne à se détendre. À se détendre, mais pas devenir mou, mais simplement à être dans l'être, laisser être. Voilà, laisser être ouvert, être réceptif. C'est ça, être réceptif. Alors, comment est-ce que vous ressentez, quelle est votre réceptivité de l'évolution du monde ? Vers quoi s'achemine le monde? Et comment peut-on l'améliorer et bâtir une humanité meilleure? Je crois qu'en invitant les gens à aller faire un travail sur eux, à mieux s'écouter, à mieux être réceptif. C'est-à-dire que l'humanité s'améliorera quand on sera plus tolérant. Et qu'est-ce que c'est qu'être tolérant? C'est simplement être ouvert à un moment donné à l'expérience de chacun. Après, on a chacun quelque part nos propres objectifs, nos propres intentions, notre propre manière de créer. Mais une bonne création, pour moi, elle est au service de l'autre. Donc, est-ce que j'apporte quelque chose à l'humanité? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité, justement? Moi, c'est une invitation à s'écouter. C'est une invitation à faire confiance à son propre génie créatif. C'est une invitation, et c'est plutôt ça, une invitation à être présent avec ce qui se passe là, ici et maintenant. Oui, mais c'est compliqué ça quand même. Comment je fais? C'est quoi les techniques? C'est quoi les méthodes? Ah oui. J'ai rien compris. Bon, j'arrête. Eh ben, je vous l'ai dit, être curieux. Et peut-être, vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est curieux, vous allez me dire c'est facile. Il y a une deuxième qui s'appelle accepter. Et là, il y a souvent une confusion entre accepter et adhérer. Je ne peux pas faire autrement qu'accepter. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose. C'est un peu difficile. On le voit, cet éléphant rose. Mais maintenant, si je vous dis, tu dois absolument adhérer à mon idée de l'éléphant rose. Là, tu as la liberté, et vous avez la liberté de ne pas y adhérer. L'adhésion est un choix. L'acceptation, on n'a pas le choix. Neurologiquement, c'est une information qui passe. Et si je veux étudier quelque part, mieux comprendre mon équipe, mieux comprendre l'autre, je ne veux faire autrement que l'accepter tel qu'il est. Mais après, je ne suis pas obligé d'adhérer à sa manière de faire. Et à ce moment-là, je vais l'inviter à lui dire ce que je ressens. Pas de lui dire ce que tu fais ne me va pas, mais je peux dire voilà ce que je ressens, et peut-être ensemble on va trouver un moyen d'avancer ensemble. Mais ça c'est de la psychopapouille, ça marche pas comme ça dans les grandes entreprises. Dans les petites peut-être.
Chez les entrepreneurs qui nous écoutent, oui, dans les grandes entreprises. Ça marche comme ça? Vous voyez ça, vous? Ça marche pas. Avec certains, ça marche, avec d'autres, ça marche pas. Et je pense que vous me parlez de l'évolution du monde. Pour moi, je pense que le monde sera toujours pareil. Il sera toujours duel. Il y aura toujours une partie où il y a des gens avec qui ce sera plus contracté, et puis d'autres, au contraire, sera plus ouvert. Je crois que ce qui change aujourd'hui dans l'humanité, c'est qu'il y a une disponibilité aujourd'hui à l'information. Et cette information, elle est là. Et je pense qu'on reste aujourd'hui dans une ère de l'information, mais maintenant, c'est comment on arrive à discerner cette information, comment on arrive à mieux traiter cette information. Alors, la discerner, la traiter pour quoi? Pour en faire quoi? Pour se l'approprier comment? Pour la transformer en quelles actions? Savoir comment traiter une information, c'est intéressant, c'est déjà se poser la question de ses propres intentions. C'est-à-dire que, vous savez, intention, c'est aussi poser une direction. Donc je pense que quelqu'un qui est la différence avec le désir pour moi, on peut avoir des désirs mais on ne fait pas grand-chose. Mais après si on trouve quelque chose où on sent ce qu'on a envie de donner, et souvent c'est ce que je fais quand je travaille avec un manager ou un leader ou même avec un collaborateur, c'est lui, mais qu'est-ce que tu as envie de donner? Et s'il trouve ce qu'il a envie de donner... Arrêtez de me prendre mes questions d'après. À ce moment-là, forcément, sans doute, qu'il va trouver sa propre intention. Et l'intention va être beaucoup plus facile. Et il y a une dynamique qui est complètement différente. Et vous avez des personnes qui font ce chemin-là, comme on l'a vu tout à l'heure dans Surf, qui sont encore bloquées. Mais je pense que c'est une liberté à chacun. Chacun avance à son rythme. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de gens aujourd'hui, dans la souffrance actuelle, dans la tension qui existe aujourd'hui, où les gens se rendent bien compte qu'il y a un chemin à faire, c'est revenir vers soi. Et quelle est votre vision justement de l'humanité à venir? Ma vision Je vous dis, il y aura toujours ce moment duel, il y aura toujours des endroits sur lesquels il y aura encore des guerres, il y aura encore des tensions, il y aura encore et puis il y aura des endroits sur lesquels ce sera plus ouvert. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, le monde de demain, on aura plus de choix, sans doute, pour pouvoir choisir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut choisir sa propre évolution. Sa propre évolution, voilà. Évolution ou simplement, oui, pour être. C'est ça. Soyons. En tout cas, je fais partie des personnes qui veulent participer à un moment donné à cette invitation. Eh bien, nous allons relever cette invitation. Nous allons passer à un petit questionnaire artistique, questionnaire pour changer le monde. Alors, qu'est-ce qui vous fait rêver? Des petites réponses courtes à chaque fois. Ce qui me fait rêver, oui, c'est que c'est la présence. C'est que chacun puisse être aligné à sa propre présence. Qu'est-ce qui vous fait bouger? L'amour. Qu'est-ce qui vous fait aimer? La vie. Arrêtez d'anticiper les questions et les réponses. C'est ça le chant quantique. Peut-être qu'on projette effectivement un certain nombre de choses. De quoi êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient? Je suis conscient de ce qui se passe là, ici et maintenant. Comment s'invente-t-on? En s'acceptant. Comment inventer le monde? En étant curieux de ce monde. Qu'est-ce qui est magique pour vous? La vie. Qu'aimeriez-vous faire apparaître ou disparaître avec une baguette magique? La tolérance. Quels sont les 3 vœux magiques que vous pourriez formuler pour améliorer le monde ou l'homme? Mais je crois que liberté, égalité, fraternité, je trouve ça superbe. En France, j'aime bien cette phrase, elle est magique cette phrase. Un très beau programme. Oui. Qu'est-ce que plus d'humanité? Liberté, égalité, fraternité, bon je passe. Non, je pense que l'humanité, c'est peut-être d'être ouvert à sa propre réceptivité, à sa propre vulnérabilité. Qu'est-ce que s'engager? Agir. Dans quoi vous êtes-vous engagé? Dans la vie. Qu'est-ce que l'homme, avec un petit H? C'est un mélange entre du connu et de l'inconnu. La femme. La moitié de moi-même.
L'humanité. Un homme et une femme. Vers qui peut-on tendre? Vers soi. C'est qui l'autre? L'autre partie de moi-même. Qu'est-ce que l'univers? Un mystère. Quel moment ou quelle rencontre, quels apax existentiels, c'est-à-dire quel moment vous ont fait changer de vie? Déception amoureuse. J'allais ajouter quel instant sublime ou douloureux. Bon. Comme quoi, ça peut ouvrir à plein de choses. Oui. Quelle est votre vision du monde? On en a parlé un peu. Quelle est votre richesse? Mon humanité. Que pouvez-vous et aimez-vous donner? Mon propre mystère et mon invitation à la réceptivité. L'argent, ça sert à quoi? L'argent, je dirais, il est utile au projet que j'ai. L'argent vient quand à un moment donné j'en ai besoin. Et qu'est-ce que l'or? L'or, c'est la lumière. Quels sont vos idéaux? Qu'est-ce que vous faites pour les atteindre, pour les vivre? Apprendre à être réceptif à ce qui se passe ici et maintenant. Pourquoi le monde est beau? Parce qu'il existe. Comment peut-on l'améliorer au quotidien? En étant curieux de ce monde. Et en apprenant à se regarder aussi. Et l'art dans votre vie? L'art, à chaque instant. C'est la vie, l'art. On peut le voir dans le regard. C'est quoi le beau? L'art. De la Le vie. sublime? L'amour. À la fin de votre vie, vous souhaitez que les gens, que vos amis se souviennent de quoi vous concernant? Quelqu'un qui accepte son humanité. Quelle trace aimeriez-vous laisser? Le mystère. Quelles sont vos 3 idées? On en a déjà balayé quelques-unes. 3 idées synthétiques pour changer le monde et bâtir concrètement une humanité meilleure. Liberté, égalité, fraternité. Je vais redire la même chose. Quelles sont les 3 actions que vous mettez régulièrement en œuvre pour changer le monde? Faire ça. Je crois que c'est le seul geste. Et accepter à un moment donné de regarder à l'intérieur de moi sans essayer de comprendre toujours, mais d'être dans ce regard un petit peu mystérieux. À quoi croyez-vous? À la vie. Faut-il croire pour changer le monde? Faut croire à la vie. Pourquoi et comment pourriez-vous aider quelqu'un à réaliser ses rêves et à changer le monde? En l'invitant à être présent et à diminuer les exigences qu'il a sur certaines choses, en lâchant prise. Alors pour terminer, une citation, une devise qui est la vôtre? J'aurais une histoire, mais elle est peut-être un peu longue. Non, allez-y. L'histoire qui me vient, c'est un enfant qui voudrait exercer son talent, qui a quelque chose à donner. Et il voit sa mère et lui dit « Tu sais, j'aimerais bien être artiste dans un cirque. » Et sa mère lui dit « Bah écoute, il y a un cirque à côté, vas-y. » Donc il va, il dit « Quel est aujourd'hui le patron ici que je peux voir ?» On lui dit bah, « Vous allez dans la roulotte, vous allez voir, il y a un monsieur. » Donc le garçon tape à la porte et il entend « Ouais oui, j'ai une question à vous poser. » « Bah rentre mon petit gars, rentre. » Donc il rentre, et là le monsieur dit « Alors qu'est-ce que tu veux ?»« Bah voilà, je voudrais travailler. »« Bah oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu proposes ?»« Bah je suis imitateur d'oiseaux. »« Mon petit gars, je les connais tous dans le monde. J'ai les meilleurs ici. Il faut trouver autre chose. Tu sais, les gens, ils aiment pas trop ça. »« Oui, mais vraiment, j'ai un génie créatif, j'ai quelque chose de tellement spécial que personne n'a. »« Mon petit gars, tu commences à m'énerver, d'accord ? Je sais ce que c'est, je connais le métier, il faut que tu trouves autre chose. » Mais non, le petit enfant voyant qu'il n'a pas d'écoute, ouvre la fenêtre et s'envole.
C'est très beau. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure et de s'envoler par la fenêtre, c'est maintenant. Créez peut-être votre propre fenêtre.